Référendum du 18 juin. Les assurances de l'Ège sont-elles rassurantes? C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nous avons 4 experts. Le premier, Dr Mohamed Kassoum Djiré. Il est le président des Sentinelles du Mali. Docteur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Deuxième invitée, Kadiatou Fofana. Elle est la présidente du mouvement Ante Andabouala. Madame Kadija, merci d'être là. Merci à vous. Troisième invité, Dr Amadou Albert Maïga, un habitué de ce plateau. Il est membre du CNT et enseignant également. Docteur Maïga, merci d'être là. Je vous en prie, Barou. Permettez-moi de dire, c'est une première que je sois dans ce studio Flamand Neuf. C'est très joli. Et toutes mes félicitations à la direction de Renouveau TV et Renouveau FM. Franchement, c'est du bon boulot. Merci pour ces félicitations. Quatrième invité, Monsieur Hamidou Doumbia. Il est secrétaire politique au niveau du parti Élément qui a clairement indiqué à la faveur d'un débat qu'il a tenu hier qu'il voterait non contre le projet de la nouvelle constitution. Hamidou Maïga, cette clarification vous met mal à l'aise? Hamidou Doumbia. Non, c'est bon, tu peux garder le nom. Je n'ai pas dit que je voterai non, j'ai dit que je suis en train de mener campagne au sein du parti pour que le non passe. Mais ce que le parti décidera, la majorité qui se décidera, qui se déclinera, je vais me plier à la volonté de la majorité, bien sûr. Merci pour cette clarification. La confusion, nous l'avons noté quelque part sur les réseaux sociaux. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regards croisés. Avant donc d'ouvrir les débats sur nos sujets, peut-être un tour, une petite réaction sur ces coupures intempestives d'électricité qu'on enregistre partout au Mali, notamment dans la capitale. Kadiatou, vous avez une recette de résilience à partager à tous les Maliens, peut-être? Bah oui, je le disais tout à l'heure à mon frère Amidou que voilà, à chaque fois qu'il y a coupure d'électricité, bah, j'amène mes enfants dans mon véhicule. Nous mettons. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un véhicule, mais pensez-vous à l'endroit de ces Maliens, de ces millions de Maliens qui n'ont pas de véhicule comme moi, qui peinent à avoir accès à l'électricité, puisque l'EDM a clairement montré son incapacité à répondre aux besoins des Maliens. Docteur Djiré, on a l'impression que face à ce délestage, on sent une sorte de résignation au niveau de la population. La fin n'est finalement pour demain, la fin du délestage au Mali, plus précisément à Bamako, c'est pas pour demain? Bon, merci Barou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV au Mali, la diaspora. Je me mets à la place du Malien lambda, à un 70%, qui souffre cela. Aujourd'hui, j'étais au hall de Bamako. Vraiment, les gens souffrent. Je pense qu'il est temps que le ministre de l'énergie sorte à la télé et explique aux Maliens qu'est-ce qui ne va pas. Ça fait partie de la démocratie. Lorsque des hommes et des femmes te font confiance, durant 3 ans, te confient tout un ministère, s'il y a un problème, il faut le dire, il faut rendre compte. Parce que, franchement, aujourd'hui, nous sommes interpellés, là où nous partons. Et des interpellations à interpellations, nous sommes en train de chercher à apaiser les tensions. Je pense que ça risque d'aggraver la situation. Oui. Et j'ose croire que ça ne soit pas aussi une manipulation politique. Merci. Amidou, un phénomène qui vous inquiète au niveau du parti Élément, où vous avez certainement un groupe électrogène planqué devant votre porte? Je n'ai pas de groupe électrogène. Il ne faudrait pas qu'on regarde, on voit la théorie du complot dans tout ce qui se fait, le politique derrière, vraiment qu'on soit sérieux. Cette affaire, lorsque ça a commencé, lorsque les groupes électrogènes sont venus, il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour dire que ça ne réglait pas le problème. Mais les autorités en charge de cette question ont clairement affirmé que ça allait régler le problème. Et ceux qui, à l'époque, étaient pessimistes ont été traités de tous les noms. Vous êtes contre la transition, vous êtes contre cela, vous êtes contre cela. Ça doit amener les gens à plus d'humilité, à accepter les critiques, parce que lorsque vous n'acceptez pas les critiques, lorsque vous ne bâtissez pas des choses sur du vrai,
la réalité finit toujours par vous rattraper. Et c'est cette triste réalité qui rattrape aujourd'hui. C'est cette triste réalité qui fait en sorte que ceux qui sont en train de coiffer aujourd'hui, qui ont des salons de coiffure, ont des difficultés pour pouvoir faire leur chiffre d'affaires. C'est aujourd'hui cette réalité qui est en train de rattraper le soudeur, qui ne vit que de ça, qui n'a aucune source de revenus. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons une difficulté. Mais au début, je pense que si le vrai problème avait été posé, les citoyens allaient être beaucoup plus résilients peut-être. Oui. Mais on leur a vendu du rêve. Lorsque vous vendez du rêve aux gens, ils finissent toujours par se lever de ce rêve-là. Ça doit être une leçon dans tous les secteurs. Okay. Tous ceux qui bâtissent leur politique publique sur de la propagande, sur faire endormir sur tous les gens, la vérité finit toujours par vous rattraper. Nous espérons bien évidemment que le ministre va être bien inspiré. Nous espérons bien évidemment que nos parlementaires vont l'amener à venir nous expliquer ce qui se passe. Peut-être que ça va au-delà de ses capacités. Mais s'il vient s'expliquer devant le peuple malien, oui, on le comprendra. Mais aujourd'hui, c'est ce silence qui est problématique. C'est ce silence qui est comme une sorte d'indifférence. Et aujourd'hui, on doit sortir de cela. S'il ne le fait pas de lui-même, je pense que les parlementaires sont bien évidemment là. Nous avons la chance d'avoir un parlementaire parmi nous. Je pense qu'ils doivent pouvoir l'interpeller et l'amener véritablement à expliquer aux Maliens ce qui se passe. Docteur Maïga, est-ce que vous êtes un peu réceptif à cette interpellation de votre vis-à-vis? Je me suis vraiment promis de ne pas parler de ce sujet. Ça ne vous intéresse pas finalement? Ça m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, sincèrement, je vais dire un mot par respect pour ces milliers, voire ces millions de Maliens qui nous suivent à travers Africa. Pas Africable, hein? Excusez-moi, Renouveau Télé. Nous saluons déjà nos confrères d'Africable Télévision. Alors, le problème de l'EDM est un problème structurel qui date de 30 ans. 30 ans de non-investissement dans ce secteur. Nous sommes venus trouver ce secteur en lambeaux. Mais il faut être sincère et honnête. Cette année, c'est vraiment le pic qui a été atteint. Sincèrement, ça, je le reconnais. Et c'est le lieu pour moi, ici, sur ce plateau, de remercier le peuple malien pour leur capacité de résilience. N'eût été la transition, n'eût été leur amour et leur intérêt pour cette transition, je suis sûr et certain que les gens seraient déjà sortis. Qu'à cela ne tienne, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quand même des voix beaucoup plus autorisées qui doivent sortir et donner beaucoup plus d'explications. C'est pourquoi je me suis abstenu de ne pas parler, parce qu'une fois, j'ai cherché à comprendre, parce que nous avons adopté un projet de texte au sein du Conseil national de transition pour bien entendu des fils, des réseaux de contournement sur la voie de Bamako pour le transport de l'énergie. Et en plein décembre, les coupures avaient déjà commencé et les services compétents, je les avais rapprochés. Et de surcroît, la plus haute autorité quand même qui est en charge de ce dossier. Mais malheureusement, des fois, il y a des gens, je ne sais pas ce qui se passe par leur tête. Docteur Maïga, j'ai envie de vous suivre et de vous croire aussi. Mais la question centrale, qu'attendez-vous pour interpeller le ministre en charge de cette question de l'énergie? Il faut que les gens comprennent. Le CNT a commencé une session plénière le 4 avril. On était d'abord en vacances. Et nous avons commencé le 4, je crois, avril, quelque chose comme ça. Et on avait des urgences à exécuter d'abord. Nous avons fait ces urgences-là. Et il y a déjà des dossiers, des questions orales déjà qui sont dans la programmation. Mais pour le moment, ces dossiers n'ont pas été programmés pour interpeller les ministres de l'énergie, pour qu'ils viennent s'expliquer devant la représentation légitime du peuple. Mais malheureusement, au sein du CNT aussi, il y a un réaménagement aussi qui suit son cours, parce que nous avons notre nouveau règlement intérieur qui a été approuvé par la Cour constitutionnelle. Et demain encore, il y aura une plénière, le lundi, excusez-moi, il y aura une plénière d'urgence au CNT pour non seulement rebattre les cartes au niveau des commissions, mais au niveau du bureau. Donc il y a ce dossier-là aussi qui est là. Mais Inch'Allah, nous allons interpeller le ministre. Mais qu'à cela ne tienne, que les uns et les autres comprennent que nous, à longueur de journée, nous avons la chance de discuter avec le ministre de l'Énergie. La dernière fois que moi, en tout cas, que ma commission des finances, nous avons échangé avec lui. Oui. C'était lors de la ratification d'un accord de prêt pour 45 milliards qui devait aussi servir à payer les fournisseurs stratégiques de l'EDM. C'était un financement de la BOAD. Donc, la dette de l'EDM s'élève à plus de 600 milliards et les dettes fournisseurs s'élèvent à plus de 242 milliards. Pour vous dire que c'est énorme. Maintenant, 30 ans de non-investissement ne peuvent pas être récupérés en quelques mois ou en quelques années. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'entre Maliens, si on se parle, on peut se comprendre. Et là où je l'accuse quand même, c'est peut-être ce manque quand même de communication. Autour de la question. Manque de communication à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, moi je suis quelqu'un, je me dis, le gouvernement et les CNT sont complémentaires. C'est pourquoi des fois, on ne veut pas souvent trop être agressif sur la question. Hein? Voilà. Merci.
Pour actualité oblige, un rapport commandité par les Nations Unies et publié cette semaine accuse clairement l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté 500 personnes en 2022 à Moura, un village situé dans la région de Mopti. Ces accusations ont été immédiatement rejetées par le gouvernement du Mali car l'estimant biaisé est basé sur des témoignages fictifs. Il s'agit donc d'un rapport dirigé par le Haut Commissariat des droits de l'homme pour l'ONU. Kadiatou, nous avons vu la publication de ce rapport commandité par l'ONU et la réaction du gouvernement malien qui est tombé ce soir. Quel commentaire? Moi, mon commentaire, c'est tout d'abord de dire au peuple malien de rester vigilant, de rester solidaire de nos forces armées, parce que ce n'est pas évident dans une période de crise et que le peuple se désolidarise de son armée. Donc pour moi, il est impératif aujourd'hui de rester derrière nos FAMA, de les soutenir et puis de leur montrer que nous sommes avec eux. Et quelle crédibilité vous donnez déjà à ces rapports? Alors, j'ai lu le rapport en venant ici aussi bien que vous. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de trop... je ne l'ai pas parcouru au fond, mais j'ai juste vu les titres et j'ai compris en fait ce que le rapport voulait dire. Mais je reste solidaire des FAMA. D'accord. Voilà. Docteur Djiré, ce rapport de Moura sur Moura qui fait des émules sur les réseaux sociaux et sur d'autres créneaux. Merci beaucoup. Ce rapport, je pense, c'est une fuite en avant. Parce qu'il faut rester d'abord dans la logique que le Mali est en train de mener le combat de notre vie, à baser sur nos 3 principes de la gouvernance. Et Moura, tout le monde sait ce qui s'est passé à Moura. Si des gens qui vivent avec nous, qui sont venus au nom des chartes des Nations Unies, pour donner l'autorité de l'État, pour aider le peuple malien, pour aider le gouvernement du Mali, au lieu d'aider le gouvernement du Mali, et surtout maintenant que le peuple malien est solidaire et fier de son armée, au moment où l'armée malienne monte en puissance, l'armée parvient à séduire son peuple, c'est ce moment que des rapports viennent dire qu'il y a eu exaction jusqu'à 500 personnes, inclus des femmes et des choses. C'est pour cela que j'ai dit c'est des fuites. Le même jour, 12 mai, l'ambassade des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, le même jour, font le rapport pour dire que c'est des accusations avérées. Donc moi, j'ai dit c'est une fuite en avant. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que toute personne qui veut avoir des réalités au peuple au Mali, de venir ici, d'aller à Moura et faire des enquêtes. On l'a dit. Il y a les journalistes. Il faut donner le temps aux journalistes d'aller. Le Mali est ouvert à tout le monde. On parle de l'exploitation des images de drones, par exemple. Mais l'exploitation des zones de drones, nous avons des images, nous avons des preuves. Nos frères ont été exécutés à Tessit par des mercenaires. Nous avons les preuves matérielles, nous avons les audios. Nous avons des gens qui ont violé notre espace aérien. Nous avons ces preuves. Donc vous ne donnez aucun crédit à ces rapports? Nous avons donné du crédit parce que les gens voulaient qu'on divulgue comme ça sur les réseaux. Non, nous sommes responsables. Nous sommes derrière un gouvernement responsable qui a demandé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de les permettre devant tout le monde d'avérer ces preuves. Ces preuves ne sont pas là. Maintenant, contrairement à ça, je me pose une question. Pourquoi il n'y a pas de rapport en Ukraine, où il y a des mercenaires en Ukraine, où aujourd'hui le peuple ukrainien est en train de demander de l'aide? Pourquoi les Nations Unies ne s'intéressent pas à la guerre de l'Ukraine pour aller essayer de vérifier sur l'utilisation des armes nucléaires? Et même ils sont en train d'armer l'Ukraine, donner de l'argent à l'Ukraine et venir nous dire aujourd'hui à nous. Et puis, moi je dis pour terminer. C'est l'OTAN qui arme l'Ukraine et l'OTAN. Hein? Mais qui parle des États-Unis? Parle de l'OTAN, parle du Canada. Nations Unies, s'il vous plaît. Mais les Nations Unies, c'est quoi? Les Nations Unies travaillent de mettre pied avec ces gens. Et pour te dire, pour terminer, nous sommes d'accord que nous sommes des Nations Unies. Nous étions l'un des premiers pays à signer la Charte des Nations Unies. Nous sommes d'accord sur ça. Mais les Nations Unies doivent comprendre qu'aujourd'hui,
ils ont échoué. D'accord. Les Nations Unies n'ont jamais résolu un problème de guerre dans le monde depuis 1945. On va vous revenir. Donc pour cela, nous demandons l'indulgence des Nations Unies de travailler avec l'armée malienne, de venir chercher les preuves et d'y aller chercher les infos à la source. Donc, je dis à tous les peuples maliens de rester alertes comme les sentinelles et de ne pas se laisser divertir. Hamidou, s'il vous plaît, très rapidement, il y a un point que je voulais vraiment préciser. Quand mon ami Albert dit qu'il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur de l'énergie dans les 30 dernières années, je m'inscris en faux. Je vous donne quelques exemples. Reprise totale des centrales de Dar Salam, 36 MW. Reprise de Balengue, 24 MW. L'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, Felou, 27 MW. Lamadère a été fait pendant cette période-là. Et l'interconnexion Mali-Côte d'Ivoire, c'est 50 MW. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien n'a été fait. Et sous Amadou Toumani Touré, que je critique souvent le régime, il y avait moins de coupures d'électricité que maintenant. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'investissement. S'il n'y avait pas eu d'investissement, aujourd'hui, les Maliens n'auront même pas eu d'électricité. Donc c'est un point que je voulais préciser. Pour revenir à Moura, moi je pense que ce qui est important, c'est nos autorités, les rapports que le Mali va produire. Moi je suis pour ce genre de questions derrière ce qui va être produit par nos autorités. C'est pourquoi à l'époque, lorsqu'on a parlé d'ouvrir des enquêtes, on a dit de diligenter ces enquêtes-là. C'était sur ce même plateau. Et j'ai dit de diligenter cette enquête pour encore que notre victoire soit une victoire sans tâche. Et pour rappel, le procureur de Mopti avait ouvert une enquête. Donc ça nous amène à la problématique de la durée de nos enquêtes. On ouvre régulièrement des enquêtes et nous ne parvenons pas à conclure nos enquêtes. Tu vas prendre l'enquête par rapport aux morts qui ont eu lieu le 10-11 des amis d'Albert et de Djiré. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Vous allez prendre un peu l'enquête par rapport, l'enquête simple même de la maison de la presse où il y a eu des saccages, il n'y a pas eu de suite. Donc nous avons du mal à crédibiliser nos enquêtes, à finaliser nos enquêtes. Et lorsque je venais ici, j'ai discuté avec certains juristes qui me disent que le budget de la justice est vraiment très faible et ça ne leur permet pas de finir très rapidement avec les instructions. Donc pour moi aujourd'hui, il est important que nous travaillions sur nos propres mécanismes d'enquête pour pouvoir les finaliser et amener les enquêtes à bout. Amadou, en lisant le communiqué du gouvernement et la réaction du président de la MDH, par exemple, on a l'impression que c'est un rapport qui a été rédigé en catimini, par exemple. Des images de drones ont été utilisées, des personnes ont été écoutées, mais des personnes qui sont à la limite qualifiées de fictives, si vous voulez, par le communiqué du gouvernement. Comme on le dit en Bambara, c'est que nous, si on avait été les premiers à produire notre rapport, ça n'allait pas avoir autant d'impact. C'est le rapport des Maliens qu'on allait prendre aujourd'hui. Je vous fais juste une petite anecdote. Il y a une télévision française qui m'a appelé lorsqu'il y a eu des attaques à Moura. La personne m'a dit qu'elle va m'envoyer une personne pour faire l'interview. Elle m'a demandé quelle est ma position par rapport à ça. J'ai dit, je reste derrière mes autorités qui ont dit qu'il n'y a pas eu d'exaction, mais qui vont faire une enquête. J'attends cette enquête. Et la personne m'a répondu, mais est-ce que les enquêtes maliennes sont crédibles? Est-ce qu'il ne faut pas une enquête neutre? J'ai dit non, moi je crois à mes autorités. Il m'a dit, mais est-ce que l'enquête internationale, est-ce qu'on ne peut pas parler un peu d'enquête internationale? Je lui ai dit, mais ce n'est pas, comme c'était une télévision française, j'ai dit, si l'enquête internationale était une référence pour vous, il y a eu l'enquête de la MINUSMA sur ce qui s'est passé à Bounti. Et la France a complètement botté en touche ces enquêtes-là. Et moi, on ne m'a plus envoyé quelqu'un pour m'interviewer parce qu'on a connu ma position par rapport à cette question précise. Pour vous dire tout simplement, moi je fais confiance à l'enquête de mon pays, mais il faudrait que pour ce genre de choses, nous-mêmes, on parvienne à relever les défis des enquêtes qu'on débute et des enquêtes qu'on finit pour que chaque Malien qui parle peut brandir, voilà ce que nos autorités ont fait comme enquête, voilà la suite de l'enquête. Mais tant qu'on ne parvient pas à terminer les enquêtes, on va être toujours confronté à ce genre de problèmes et à ces supposées enquêtes qui sont souvent rejetées et qui ne sont peut-être pas crédibles, mais c'est à nous d'abord de donner plus de crédibilité à nos enquêtes et de donner les moyens à notre justice pour pouvoir faire des enquêtes et aller jusqu'au bout. Docteur Maïga, avant d'entrer dans ce studio, j'ai pris tout mon temps pour parcourir la réaction du gouvernement. En filigrane, j'ai vu la théorie du complot. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce sens aussi? Oui, bien sûr, mais vous savez, je réponds toujours. Permettez-moi aussi de répondre à Hamidou. Vous savez, quand je dis qu'il n'y a pas eu d'investissement
dans le secteur de l'EDM pendant 30 ans, c'est parce qu'il y a quand même une demande qui est croissante et qui absorbe l'investissement qui a été fait dans ce secteur-là. Nous avons vu des centrales quand même qui ont été installées ailleurs et dont on ne pouvait même pas transporter de l'électricité. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'était pas l'objet de notre débat. Mais je parle aux gens intelligents, des gens qui ne comprennent pas, aux haineux qui viennent sur des plateaux pour non seulement transformer tout ce que les uns et les autres disent, mais pour éventuellement s'acharner contre la transition. Moi, je n'ai rien à vous apprendre par rapport à ça. Et vous savez très bien que je parle d'investissement, mais d'investissement quand même qui ne répond pas aux besoins et à la demande du peuple malien. Okay. La demande, elle est tout simplement absorbée, bien entendu, par l'offre. Donc, c'est vraiment de ça que je parlais. C'est vrai que ce problème est structurel. Nous, l'année passée, avant même la transition, il y avait ces délestages-là. Nous sommes sortis plusieurs fois. Mais j'ai dit cette année quand même, il y a eu quand même une exception. Et je l'ai dit et je ne m'en cache pas. Donc s'il vous plaît, ne venez pas transformer ce que je n'ai pas dit ici. Maintenant, qu'à cela nous tienne. Oui. Vous avez parlé des amis de Albert, les enquêtes, machin. Mais écoutez, Amidou, soyons sérieux dans ce pays. Si réellement c'était un pays sérieux, le parti élément n'allait pas se trouver ici aujourd'hui. Et les enquêtes sur Kidal, vous avez tué des gens là-bas, des chefs de famille. Ah bon? Mais bien sûr, oui. Vous êtes allés là-bas à Twitter. C'est nous qui avons tué le groupe armé. Je vous en prie. Ou c'est Moussa Agatayar, ou c'est nous. Peut-être il faut relativiser. Hein? Vous avez dit, non. Mais vous avez dit, vous n'accusez pas les groupes armés qui ont tué les militaires là-bas. C'est le parti élément que vous accusez, qui ont tué un Premier ministre qui se déplace sur une partie du territoire. Sa délégation est attaquée. C'est lui que tu attaques, qui a tué. Mais c'est une grave déclaration qui va compter pour l'histoire, mon cher Maïga. Alors, continuez. Moi, je vous ai laissé finir. Ne soyez pas énervé. Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé. C'est Maïga qui a la parole. Vous avez commencé quelque chose, je ne vous ai pas répondu. Je vais vous répondre. Ce que je vais vous dire, c'est de l'amateurisme, ce que Moussa, M. Mara a fait. Et c'est ce que vous continuez à faire. Vous n'êtes pas constant et vous êtes inconstant, et ça ne marchera pas. Dites ce que vous avez à dire. Mais écoutez, vous étiez de la majorité du régime d'Ibeka, mais on vous a terrassé ici. Et encore, on viendra encore vous terrasser dans les questions de fond. Mais maintenant, je veux du fond. Oui. Donc je veux, si tu veux qu'on parle de ça, moi ça ne me dérange pas. Sinon, c'est ma question. Parle du fond. Alors, je parlerai de votre question. Allez-y. Ce que lui, il a encore oublié de dire, c'est que le Mali a quand même déposer une plainte au niveau des Nations Unies pour demander quand même à ce que les Nations Unies reviennent sur des cas de violation de l'espace aérien du Mali par la force Barkhane, qui, lors du retrait de leur force à Goussi, ont quand même espionné le territoire malien en violation flagrante quand même des normes communautaires. Premier aspect. Deuxième aspect, dans ce communiqué aussi, qui ne dit pas son nom, un communiqué laconique et dont je dénonce vigoureusement, bien entendu, le contenu qui ne reflète pas du tout les réalités de Moura. Et on comprend aisément à travers ce communiqué que oui, le financement du terrorisme se fait bien entendu par ces grandes puissances qui sont là, et surtout une puissance qui est là et qui est à la manœuvre. Quand on lit le communiqué du gouvernement, la mission d'établissement de l'administration en violation bien entendu de tous les textes, n'est-ce pas, internationaux, a tout simplement violé encore une fois de plus l'espace aérien du Mali et les territoires du Mali par des satellites, chose qui n'est pas du tout normale. Et d'ailleurs, le Mali va tout simplement déposer encore une plainte contre ces agissements. Vous savez, il faut qu'on se dise certaines vérités. Les hommes ont leur temps et la justice aussi a son temps. C'est pour moi un sujet aussi sérieux et le temps de la justice prendra le temps qu'il faut. Nous avons des enquêtes qui quand même ont duré plus de 6 ans, 7 ans, voire 10 ans même pour certains. Mais qu'à cela ne tienne, les autorités maliennes sont en train de chercher à compiler et à renseigner et à mettre toutes les informations de droit qu'il faut pour éventuellement aller vers ça. Par la preuve, au niveau du Conseil national de transition, pour lui dire qu'il ne suit même pas l'actualité, nous avons créé quand même une direction des droits de l'homme qui va non seulement prendre ça en compte, mais aussi va alléger un peu vraiment le travail de tout ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou autre. Et mieux encore... Mais est-ce que cette commission a fait un rapport sur le cas de Moura, par exemple? J'arrive. Et mieux encore, la semaine passée encore, au niveau du Conseil national de transition, nous avons créé encore au niveau du tribunal de commune 6 et un tribunal de lutte contre le terrorisme et autres, pour éventuellement permettre, alléger le tribunal, séparer le tribunal de droit commun, bien entendu, du tribunal de lutte contre le terrorisme. Donc c'est pour dire qu'il y a aussi un déficit de ressources humaines qui est là. On ne peut pas tout simplement prendre toute notre énergie et toutes nos ressources pour aller vraiment vers des enquêtes qui quand même sont en train de suivre leur parcours normal. Et rien ne peut qu'il me prouve sur ce plateau que le Mali est en retard, bien entendu, de fournir son rapport. Le Mali n'est pas en retard. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Nous condamnons avec toute notre énergie, bien entendu, ce rapport de la mission d'établissement des Nations Unies qui ne reflète pas du tout les réalités de Moura. C'est
c'est impossible et imaginable que nos forces de défense et de sécurité et leurs partenaires et les instructeurs qui nous accompagnent ici puissent aller commettre de telles exactions. On ne l'acceptera jamais, ni par ceux qui les soutiennent, ni par les médias occidentaux aussi qui sont là pour faire, bien entendu, de la manipulation de l'information. On n'acceptera jamais. D'accord. Pour revenir à notre plat de résistance, après donc l'annonce de la nouvelle date par le président de la transition, c'est mardi, le président de l'autorité indépendante chargée de la gestion des élections, EJ, a pris la parole pour donner des assurances quant à la tenue de la consultation référendaire à date échue. En tout cas, l'EJ, par la voix de son président, s'est dit prête pour organiser le référendum le 18 juin prochain. Madame Kadidiatou, ces assurances données par le président de l'EJ vous rassurent? En fait, pour moi, il n'y a pas lieu d'élection référendaire. Oui. Parce que le président de la transition a prêté serment sur la constitution en cours et cette constitution en cours ne lui permet pas d'aller à l'élaboration d'une nouvelle constitution ou même d'aller à la révision de la nouvelle constitution. Donc pour moi, le reste là, je ne veux même pas rentrer dedans parce que pour moi, il faut un président de la République, un président démocratiquement élu qui aura la légalité et la légitimité pour organiser les élections référendaires de façon sereine. Est-ce que cette question n'est pas finalement derrière nous? Non, ce n'est pas derrière nous. Il faut le rappeler parce que ceux qui sont même dans le gouvernement ou qui sont au sein du CNT, ceux qui sont parmi les autorités d'aujourd'hui, ont été nos camarades d'hier. On a fait Ante Abana ensemble. Et pourquoi? Parce qu'il y avait l'article 118 qui interdisait à ce qu'on aille à des élections référendaires. Donc pour moi, il est tellement important de le rappeler. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes veulent faire le forcing pour aller à des élections référendaires. Pour moi, il faut avoir pitié de ce pays. Il faut laisser ce pays se reposer un peu. Parce qu'on a assez menti au peuple malien. On l'a assez berné. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on aille à des élections, référendaires. Quelle sera la valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée de ces élections? C'est là où je veux en venir. Vous voulez qu'on fasse ces élections? Quelle est la valeur ajoutée? Vous voulez débourser des milliards et des milliards pour juste des élections référendaires au moment où des syndicats sont en grève, au moment où des hôpitaux sont fermés. Vous convenez avec moi? Oui, c'est une demande. Oui, mais les ANR n'ont jamais imposé à ce qu'on aille directement aux élections référendaires. Il a été question, pour moi, une transition n'a pour vocation que d'organiser des élections présidentielles. Cela est très clair et personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Donc pour moi, il faut organiser les élections présidentielles là où la sécurité permet de le faire. Il faut aller aux élections législatives là où la sécurité permet de le faire. Mais vous voulez faire un forcing, d'accord, mais je veux savoir quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'aller à ces élections référendaires. À partir du moment où... à quelqu'un qui soutient la tenue de cette consultation référendaire. Je vous reviens tout de suite. Okay. Quelle est la valeur finalement ajoutée? C'est pas que je soutiens. Oui. C'est mon idée. C'est ma vision. Depuis le jeudi 14 mai à la mairie centrale, exactement demain, on fête l'anniversaire 3 de cette déclaration historique lorsque nous avons dit au peuple malien que le régime que certains défendaient, le régime que certains avaient zappé les FSD pour se retrouver aux affaires étrangères. Ce régime même qu'on a vu la finalité d'Ante Abana, c'est foncer devant un peuple pour empêcher un référendum, c'est une violation même de la démocratie. Si tu n'es pas d'accord, va, comme il l'a dit, convaincre les gens pour ne pas signer, mais dire que je m'oppose à ça, c'est une fuite en avant. Donc moi je dis que, je répète, nous suivons des visions. Nous avons de l'amour pour notre pays, comme nous tous ici, mais à des façons, pour cela nos regards sont croisés. Deuxième lecture, c'est que
tous les Maliens se sont rencontrés aux Assises nationales de la refondation. D'autres n'ont pas voulu participer à ces assises. Mais malgré ça, ils continuent dans le débat. Mais à 90% des Maliens, les Maliens ont accepté d'aller vers une nouvelle constitution. Pour répondre à la question, parce que ça a été une préoccupation des Maliens depuis la démocratie naissante, depuis dans les années 2000. Alpha avait tenté. Après, deuxième... ATT a tenté. Oui. Après, le président Ibeka a tenté. Où les mêmes amis de Ibeka qui avaient travaillé avec Ibeka se sont opposés. Mais comment ça finit? Ça finit par des zappages. Je ne reviendrai pas sur ça, mais nous connaissons ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, n'est pas préparer cette opinion qui est peut-être avec ce problème d'électricité, cette vie chère, que le pain est cher, que la route de Gao n'est pas bien. Mais ça, ce n'est pas une cause. Parce que la cause fondamentale, c'est que les Maliens ont demandé d'aller à une nouvelle constitution. Donc ça va répondre à la préoccupation, à l'aspiration des Maliens, dans sa majorité. Je sais que certains ne sont pas d'accord. Troisième lecture. La nouvelle constitution nous donne la possibilité d'aller vers un nouveau Mali, comme l'a dit le président. Il dit que cette nouvelle constitution est l'extrait de naissance de notre Malikoura. Et nous sommes les sentinelles Malikoura. Nous avons applaudi ça, nous avons accompagné ça. Et nous sommes en train de divulguer le contenu de ça sur les 191 articles pour que les Maliens puissent s'approprier de cette nouvelle constitution. Maintenant, c'est à vous de voter si ou non. Mais dire devant tous les Maliens aujourd'hui, en tant qu'homme politique, qu'aller au référendum n'est pas au but de sujet, c'est insulter le peuple malien. C'est insulter cette masse critique qui est sortie aux Assises nationales de la refondation. Et quand on est homme politique, on doit comprendre, comme je l'ai dit toujours, il faut savoir garder le sens. Il faut être en cohérence avec ton peuple. Aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, il y a eu des sondages qui ont démontré que 80% des Maliens sont en phase avec leurs dirigeants. Vous pensez que ça c'est faux? Aujourd'hui, l'armée, le Mali a pu asseoir une armée professionnelle, moderne, qui s'assert. Docteur Giré, je dois m'imposer le devoir de veiller sur la saine distribution. Pour terminer, je vais juste dire qu'aller au référendum n'est pas une obligation, c'est-à-dire n'a pas été imposé au peuple. Sinon, c'est une aspiration du peuple malien. D'accord. Hamidou, nous sommes en train de commenter cette première sortie du président de l'EJ. Ok, Barou, juste quelques secondes. Il y a un élément que je voulais vraiment dire à Albert qui dit que c'est la demande qui a absorbé l'investissement. Ben, vous conviendrez avec moi que vous vous êtes contredit parce que vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'investissement. S'il y a la demande qui absorbe l'investissement, ça veut dire qu'il y a bien évidemment eu investissement. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi que tu sois d'accord que tu t'es trompé la première fois. Peut-être dans les éléments de langage, tu t'es un peu trompé. Je peux le comprendre. Maintenant, moi, par rapport au référendum, c'est la préparation qui m'inquiète. La préparation m'inquiète par rapport à un certain nombre d'éléments. Premier élément par rapport à la date choisie. Le 18 pour le référendum et le 19 pour le bac. Le hic est que ceux qui feront le bac peut-être à Gao, est-ce qu'ils auront le temps de revenir voter par rapport au référendum? C'est enlever la chance à certains Maliens de venir voter. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est l'incapacité à mettre à la disposition des Maliens les cartes biométriques. C'est ce qui nous avait été dit. Et c'est ce qui a même valu la relecture de la loi pour qu'on puisse dire que la carte biométrique est le seul document d'identification valable dans un bureau de vote. Ouais. On l'a fait il n'y a pas un mois. Et aujourd'hui, le président de l'EJ vient clairement dire que ce n'est pas possible avec seulement les cartes biométriques et le gouvernement va prendre une ordonnance pour permettre à d'autres cartes d'identité. Mais en espace un mois et demi, oui, on le fait avec la carte biométrique. Un mois et demi après, on ne peut pas faire avec la carte biométrique seule, on le fait avec d'autres. Ça témoigne un peu de l'impréparation. Alors que ce qui a été planifié, c'était de le faire avec la carte biométrique. Donc, lorsque vous planifiez et que vous ne parvenez pas à faire par rapport à votre planification de base, ça veut dire que d'une part, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs parce que l'objectif initial était de permettre de faire avec la carte d'identité biométrique. Je reviens par rapport au découpage territorial.
Lorsque le ministre de l'administration, le ministre d'État, chargé de l'administration territoriale a fait sa déclaration, il a parlé de découpage électoral pour dire qu'on devait tenir compte de ce découpage électoral. J'informe les uns et les autres que les lois là ont été promulguées par le président. Aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas faire le référendum avec le découpage actuel, c'est clairement dire que les objectifs que le gouvernement s'était fixés par rapport à la tenue du référendum sur l'opérationnalisation de ces régions-là n'a pas été tenue. Et à la rigueur, je pense qu'on va même nous amener à une violation de la loi parce que la loi, elle est là. Si elle n'est pas abrogée, on doit véritablement travailler avec ce découpage territorial qui nous a été vendu pour qu'on puisse aller au report. Un autre élément, c'est la préparation des organes décentralisés. Moi, j'ai appelé nos membres qui sont dans l'AIGE décentralisé. À la date d'aujourd'hui, l'AIGE plutôt, merci beaucoup pour la correction. L'AIGE décentralisé, à la date d'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a un acte qui notifie qu'ils ont été nommés membres de l'AIGE au niveau décentralisé. Ça, c'est de l'impréparation. À la date d'aujourd'hui, aucun de ces membres n'a été formé. Amédou, un taux quand même a été annoncé à ce niveau. On parle de la mise en place à hauteur de 90%. Moi, j'ai appelé mise en place. Il a un décalage entre cette déclaration. Est-ce que vous êtes, Amédou, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a un décalage entre cette déclaration du président de l'AIGE et la réalité sur le terrain? Il n'y a pas de décalage. Il a dit ils ont été nommés, mais les actes n'ont pas été pris. Lui-même, il a dit dans sa parole. Lorsque l'acte est dit, par exemple, on est allé faire un tirage au sort, telle personne est choisie, il faut un acte pour confirmer. C'est ces actes qui n'ont pas été pris. Moi, j'ai appelé nos représentants. Aujourd'hui, lorsque vous faites un ratio, la plupart des membres qui ont été choisis au niveau décentralisé l'ont été par tirage au sort. Et lorsqu'on fait quelque chose par tirage au sort, il y a des chances qu'on tombe sur des gens qui n'ont aucune expérience. Parce que c'est par la chance qu'ils ont été pris. Et comment est-ce qu'on va les former? Quand est-ce qu'on va former ceci pour qu'on puisse avoir des élections référendaires vraiment bien crédibles? Aujourd'hui, on devait avoir pour terminer. Aujourd'hui, on devait avoir une carte sécuritaire du pays, là où on peut tenir le référendum, là où on ne peut pas tenir le référendum. Je sais que c'est pas tard, ça pourrait être donné. Maintenant, pour terminer vraiment, M. Barou, ce n'est pas de la haine envers la transition. Tout ce que je dis, c'est des insuffisances. Et c'est des insuffisances qui peuvent être corrigées. Les critiques ne font pas de quelqu'un haineux. Sinon, Albert aurait été un aîné sous Ibeka. Il a fait un thé à Bana, je crois bien. Il a lutté contre Ibeka, il a marché dans la rue. Il était à l'ORTM pour savager nos édifices publics. Si ça faisait de quelqu'un un aîné, tu allais être un aîné, mais je ne t'ai pas traité d'aîné. Je ne suis pas un aîné parce que moi j'ai compris que la critique constructive permet véritablement d'avancer. Nous continuons à critiquer, continuons à proposer. Et je pense que c'est là qu'on pourrait bien évidemment aider les autorités à avancer, à atteindre leurs objectifs. Docteur Maïga, je sais que vous allez m'aider aussi à avancer dans l'émission. La question, c'est de savoir, est-ce que cette première sortie du président de l'AIGE vous rassure? Je vais prendre de la hauteur et ne pas répondre à Amidou. Ça me rassure. Ça me rassure parce qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière. Quand on revient en arrière, nous allons comprendre que cette constitution, la demande d'élaborer une nouvelle constitution émane bien entendu des assises nationales de la refondation. Et mieux encore, nous avons adopté au sein du Conseil national de transition une loi qu'on appelle loi de finances initiale 2023, qui retrace toute l'activité économique et financière en République du Mali. Et dans ça, nous avons inscrit dedans qu'il va y avoir une élection référendaire avec des montants bien précis. Et moi, je pense qu'à partir de là, c'est à partir de ce moment que les uns et les autres devraient anticiper s'ils sont réellement des hommes politiques et qui quand même suivent l'actualité politique de leur pays pour dire que non, cette loi, quand même, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi et quand même récuser cette loi à partir de là. Personne ne l'a fait. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ce que les autorités actuelles de la transition puissent aller vers l'adoption d'une nouvelle constitution. Les gens pensaient que c'était du bluff. Et maintenant que nous sommes au 18 juin déjà, je vais m'exprimer ainsi, on ne va pas quand même nous demander de revenir encore en arrière. Ce n'est pas possible. C'est une loi qui est là. Moi, je pense que sincèrement, c'est 30 ans de déplacement de problèmes. Le président Alpha a essayé de changer cette constitution. Le président Feu général Amadou Toumani Touré, d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect aussi. Le président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, la même chose. Mais aujourd'hui, il y a certains qui étaient même dans cette majorité et qui soutenaient mordicus cette révision constitutionnelle. Et cette fois-ci, on ne parle pas de révision, mais on parle d'une nouvelle constitution et qui vient de l'émanation de la demande populaire.
lors des assises nationales de la refondation. Sincèrement, je pense qu'il est bon aujourd'hui qu'on essaye, qu'on arrête cette division au sein de la jeunesse, au sein de la classe politique. Moi, je ne connais pas la classe politique parce que je me dis, il est beaucoup plus facile pour moi de comprendre X et Y que de comprendre vraiment la classe politique malienne. Sincèrement, c'est ma conviction et c'est comme ça que je vois la chose. Mais moi, je me dis, pour une fois pour notre pays, pour une fois pour le salut de notre pays, pour une fois pour le bonheur et la stabilité de notre pays, essayons de voir dans ce dossier qu'est-ce qui n'est pas bon et qu'est-ce qui est bon. Je mets quiconque au défi. Je suis prêt à parler et à défier quiconque sur le contenu de ce qui se trouve ici. Si quelqu'un parvient à me dire le contraire, et à partir de là, on pourra échanger. Sauf que nous ne sommes pas au niveau des débats. Mais l'opportunité d'organiser ces élections, pour moi, ce débat est clos il y a très longtemps. Et en ce qui concerne l'EJ, mais le président de l'EJ est sorti et il a dit, dans une semaine, on peut bien entendu procéder à l'installation de tous nos membres. Et surtout, le gouvernement a encore pris et a légiféré par ordonnance, je vous rappelle, là, au Conseil des ministres passé, pour dire que désormais, il va y avoir des dérogations dans la loi électorale. Peut-être qu'il va permettre de prendre en charge le fait que tous les Maliens puissent aller s'exprimer librement à travers d'autres pièces d'identité qui n'est pas forcément la carte biométrique. Et c'est une loi. Et une fois, quand elle est encore modifiée, elle reste encore une loi. Et elle fait force de loi et elle s'applique d'office à tout le monde. Franchement, ne cherchons pas à compliquer les choses. Je pense que c'est dans l'union sacrée qu'on peut relever ce pays. D'autres ont eu la chance de gouverner ce pays. Ils ont échoué à des points, ils ont fait de bonnes choses, mais ils ont montré leurs limites. Ceux qui sont là aujourd'hui, essayons encore de les aider. Moi, pour ma place, je suis même prêt à quitter le CNT et à donner à d'autres jeunes. Je ne suis pas le seul talentueux, d'autres le sont aussi, mais qu'ils comprennent que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Dans des critiques, c'est-à-dire des critiques qui ne servent à rien, sincèrement, je pense qu'on doit éventuellement essayer d'arrêter tout ça. L'examen, le ministère a fait un communiqué pour dire que oui, l'examen c'est tel jour, mais nous avons la capacité logistique nécessaire pour organiser ces élections. Mais les hommes politiques là pensent qu'eux, ils ne vont pas aller compétir, ils ne vont pas aller voter tout comme nous. Ce n'est pas leur élection, c'est l'élection du peuple. Mais on est tous égaux à partir de là. Ce n'est pas leur élection ou autre machin, non, c'est une élection référendaire. Ils le comprennent. C'est pour le peuple malien, ce n'est pas pour eux. Mais vouloir faire comprendre que non, l'élection référendaire, tout doit passer par eux, mais c'est faux et archi faux. Et je mets quiconque au défi pour finir, que quelqu'un me prouve le contraire sur ce plateau, que l'organisation ou l'opportunité où il y a une disposition contraire à la loi qui ne permet pas au Mali d'organiser les élections référendaires. Madame Kadidja, nonobstant la posture qui est la vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que le colonel Goïta n'est pas en tout cas légitime pour engager ce processus, la réalité des faits est là déjà. Est-ce que vous pensez que les assurances données par, si vous voulez, le président de l'EJ vous rassure à votre niveau, par exemple, en termes d'organisation de la tenue de ce référendum, c'est 18 juin? Mais avant, je vois que la couleuvre de l'émission passée a du mal à passer chez mon frère Djiré. Il se met encore dans des attaques personnelles. Mais ce que je m'en vais vous dire, monsieur Djiré, vous savez, vous avez parlé de Malikoura, vous avez parlé d'insultes au peuple. C'est vous qui êtes en train d'insulter le peuple aujourd'hui. C'est vous qui êtes en train de berner le peuple aujourd'hui. Je suis même peinée de voir des jeunes comme vous, des jeunes structurés, des jeunes talentueux, accepter de jouer le rôle de mercenaires politiques dans leur pays. Je suis désolée. Vous avez parlé d'insultes. Moi, je n'insulterai jamais un peuple qui a fait de moi une élue communale. Mais vous, par contre, vous insultez ce pays. Vous l'insultez comment? Vous organisez des élections, vous faites croire au peuple malien que vous n'êtes plus avec des Européens et ces élections, vous avez besoin de l'appui de l'Union européenne pour les organiser. Je suis désolée. Monsieur Djiré, je m'en vais plus loin. Si j'étais vous, je ne serais pas venu sur ce plateau aujourd'hui. Je vous assure. Et là, je mesure encore mes mots. Parce qu'on a parlé du président de l'EJ. Le président de l'EJ, lors de notre émission passée, vous avez donné des chiffres, monsieur Djiré. Vous avez dit que les cartes biométriques étaient disponibles et que 2 millions de cartes biométriques étaient disponibles la semaine surpassée et que 5 millions de cartes biométriques étaient disponibles durant la semaine dernière. Si j'étais vous, je vous assure que je n'allais plus prendre la parole après que le président de l'EJ ait tenu sa conférence de son point de presse, tout en se portant en faux à ce que vous avez eu à dire. Comment? Le président de l'EJ a démontré par A plus B que non seulement les cartes biométriques n'étaient pas disponibles, mais
il s'est rabattu sur les cartes d'électeurs. Et on va plus loin. Il a même parlé de permis de conduire, de passeport, de ce que nous n'avons même jamais connu. Donc si j'étais vous, franchement, j'aurais commencé par présenter mes excuses au peuple malien. Parce que ce peuple que vous êtes en train d'induire en erreur, ce peuple que vous savez qui n'est pas instruit, vous profitez de cela pour l'induire en erreur et pour le maintenir en erreur. Donc franchement, sortons des questions de personnes et dirigeons-nous vers ce qui est plus important. Vous êtes en train de nous dire que les conditions matérielles ne sont pas là pour aller à ça. Les conditions ne sont pas réunies. Non seulement, mais monsieur Barou, les démembrements, comment se fera? Le président de l'EJ a dit que cette question, c'est pour 2 jours. Ça se réglera en 2 jours. Mais si j'étais lui, j'aurais réglé d'abord en 2 jours avant de tenir mon point de presse. Il faut qu'on se respecte à un moment donné. Comment se fera la formation des démembrements de l'EJ? Et les militaires qui doivent voter avant les civils, le nettoyage du fichier électoral, et j'en passe. Comment ça se fera? Et il aurait dû quand même nous donner des données claires par rapport au nombre de Maliens recensés qui ont obtenu leur carte biométrique et au nombre de Maliens qui n'ont pas encore accès à leur carte biométrique, au lieu de laisser des personnes comme mon frère Djiré induire encore une fois les millions de Maliens en erreur. Présentez vos excuses au peuple malien. Ce n'est pas bien ce que vous faites. D'accord. Déjà, est-ce que vous pensez que les conditions matérielles sont réunies aujourd'hui pour aller à un référendum dont les résultats seront effectivement acceptés? Moi, je pense que nous restons derrière les autorités et qui ont fait une conférence de presse. Durant le Conseil des ministres, ça a été acté qu'avec les documents officiels, on peut l'ajouter aux ceux qui ont des cartes biométriques pour faire les élections. J'ai été clair. Le ministère de l'Intérieur a dit le lundi surpassé que les gens pouvaient commencer à envoyer les messages et il est sorti au journal officiel. Il a expliqué qu'ils avaient 2 millions de cartes disponibles. Ça, c'était 2 semaines avant. Donc, j'ai dit que si tu vas voir maintenant, si en moins de 2 semaines, on a eu 2 cartes, ils sont en train de travailler, on pourrait aller jusqu'à 5 millions. OK? Mais même avec 5 millions, je disais, il faut aller à 8 millions parce que c'est 8 millions d'électeurs. Donc, le gouvernement, voyant tout ça, voyant la pression de la même classe politique, voyant la pression de la communauté internationale, voilà ces engagements internationaux, le gouvernement a décidé, comme un processus référendaire qui n'est pas à voir comme une élection où on choisit quelqu'un, qu'on peut utiliser les documents officiels. Moi, je pense que cela doit être salué. Maintenant, voir cela, dire que moi, dirais que j'ai insulté mon peuple, c'est au peuple malien de répondre. Parce que nous sommes au Mali. Au Mali, un grand homme ne peut pas. Moi, ce que j'ai dit, j'ai parlé par rapport à toute l'historique. Mais je n'ai pas offensé. J'ai des données sur moi que je vais les montrer. J'ai des données claires. Mais tu penses que je ne peux pas venir dans un débat où le peuple malien est en train de m'écouter pour venir m'apprendre à une dame? Non. Moi, je respecte la dame. Vous voyez, au Mali, on respecte les femmes. Et comme vous le savez, Amidou peut le témoigner. Il me connaît, il sait qui je suis. Moi, je n'engage pas de casserole. Vous voyez, j'ai un peuple qui me suit. Je ne suis pas quelqu'un de ce genre, non. Franchement. Donc, on continue dans le débat. Moi, ce que je veux dire, pourquoi je suis engagé pour cette lutte? Je n'ai pas menti au peuple. Depuis le 14 2020, j'ai promis au peuple d'aller à un Mali nouveau. Sinon, le débat ne porte pas sur votre personne. Quoi? Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas que le débat porte sur la personne. Oui. Mais j'ai dit l'alliation que le débat qu'il a eu à dire que Djiré va présenter des excuses. Non, je n'ai pas offensé le peuple. Contrairement, nous sommes en train d'édifier le peuple. Nous sommes en train de dire au peuple qu'aujourd'hui, si les statistiques, tous les peuples sont en train d'attendre pour aller aux élections. Cela est clair. Est-ce que les conditions matérielles sont effectivement réunies pour aller à un bon référendum? Je dis à un bon référendum, je pense que jusqu'à présent, avec l'appui de tous les Maliens que nous sommes en train de faire, de la classe politique, la société civile, accompagner le gouvernement, je pense que ça peut être bien fait. Parce qu'un référendum, c'est consulter le peuple, si ou non. Il ne faut pas comparer
un scrutin référendaire à un scrutin électoral où on doit choisir une personne. Donc c'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas utiliser ça pour essayer de confondre le peuple. Donc moi je pense que notre combat est un combat noble. Notre combat est un combat juste. Donc nous ne sommes pas dans des combats de personnes où on va prendre des chaînes télévisées pour essayer de se manquer du respect. Ok. Donc moi c'est ce que je pouvais dire. Hamidou, nous savons que vous êtes un homme politique averti. Vers quoi on se dirige avec l'organisation de ces référendums dans les conditions qu'on sait déjà? Oui, bon, lorsque moi j'ai pris la parole, j'ai surtout soulevé les insuffisances. En soulevant les insuffisances, c'est de permettre aux autorités de pouvoir les corriger afin d'organiser un référendum qui va être accepté par tous. Moi, je ne suis pas vraiment contre le principe du référendum, je voulais véritablement le préciser. Nous sommes en train d'aller sur deux hypothèses. Oui. La première hypothèse, les insuffisances dont on parle, c'est-à-dire les incohérences, le manque de préparation des membres des autorités, des membres décentralisés de l'EJ, jusqu'à présent, tout ça, c'est clairement dit que ce n'est pas fait. Oui. La première hypothèse est qu'on va aller sans préparation, juste pour que le peuple aille voter, que les gens disent oui. Et pour un premier agenda, en attendant un deuxième agenda. Deuxième hypothèse, les insuffisances dont moi j'ai parlé tout de suite, dont l'essentiel, pas seulement de la classe politique, des observateurs même nationaux sont en train de parler. Dans cette deuxième hypothèse, ils vont corriger ces insuffisances avant la tenue du référendum. En ce moment, ils pourront faire un référendum apaisé. Troisième hypothèse, c'est la dernière. Hein? La dernière, c'est de vouloir reporter. Et de se dire, aujourd'hui, par exemple, il y a des dates qui se rapprochent, on n'est pas assez prêt, on peut décaler de quelques semaines. C'est les trois hypothèses qui se dégagent. Donc pour moi, il est important que les uns et les autres comprennent que les critiques, ce n'est pas de l'animosité. Les critiques, c'est pour faire avancer. Et pour dire à mon ami, je dirais que la communauté internationale est incapable de mettre la pression sur nos autorités. Tu as oublié que nous sommes un État souverain. Tu as oublié que quand la CEDEAO venait, on a dit que personne ne peut nous imposer des choses. C'est toi qui l'as dit. Mais aujourd'hui, tu nous dis que la communauté internationale peut nous imposer des choses. Moi, sur descendant de Sundiata, sur descendant de Babemba. Et je sais comme toi qu'on ne peut pas imposer des choses à ces autorités. Comme vous venez de le dire, en suivant votre logique, il n'y a pas d'imposition. Faisons en sorte que la préparation soit bien faite et qu'on puisse avoir des élections référendaires crédibles pour que le peuple malien soit une nouvelle constitution, soit qu'on reste avec la constitution de 92, que la vérité triomphe tout simplement. Docteur Maïga, est-ce que l'enjeu même de cette consultation ne se situe pas au niveau de la crédibilité du résultat qui va en sortir? Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous demandons l'union sacrée du peuple malien autour de cette élection référendaire qui va se tenir le 18 juin. Moi, je ne fais pas partie de la commission de rédaction de la Constitution, encore moins membre de l'EJ ou encore moins homme politique. Mais de par ma position au niveau de l'hémicycle, quand même, je peux me permettre, et suivant l'actualité politique, d'apporter quelques analyses et quelques pistes de réflexion. Et partant de cela, nous voyons tout simplement que le gouvernement aujourd'hui est en train de fournir énormément d'efforts pour non seulement la réalisation, bien entendu, la tenue de toutes les élections, mais aussi pour le bien-être et le bon vivre vraiment du peuple malien. Il est important quand même que les uns et les autres comprennent que dans ce texte, il y a vraiment énormément de choses dedans qui peuvent accroître non seulement le niveau de la gouvernance en République du Mali, mais assainir aussi les finances publiques en République du Mali et pouvoir lutter contre la fraude et la corruption dans notre pays. C'est ce que le peuple a toujours revendiqué et c'est ce que le peuple a toujours demandé. Aux sceptiques d'être optimistes. Et le jour du scrutin, chacun s'exprimera à travers sa voix. C'est seule la voix de l'individu ou d'un individu contre ces jours-là. Ce n'est ni les regroupements ni les entités. Et nous appelons le peuple malien à sortir massivement les jours du scrutin et à aller voter un oui massif et un gros oui pour taire ceux qui sont sceptiques. Nous ne sommes pas en campagne. Non, attention, j'entends les gens dire que non, appeler au oui à ça. Attention, ça n'a rien à voir avec les campagnes. On peut bien entendu procéder à la dissémination du projet et dire oui. On va appeler les gens à voter au oui. Ce n'est pas violer la loi ou... En tout cas, vous êtes en train de faire une campagne déguisée autour de ces plateaux. Peut-être un dernier tour de table. Nous avons 1 minute 30 secondes pour chacun, sinon 20 secondes. Khadija, pour terminer. Pour terminer, je remercie Djiré et je vois que la leçon est bien comprise. En fait, entre les débats passés et les débats d'aujourd'hui, mon frère a compris qu'il fallait respecter les dames. Donc ça, c'est une très bonne chose.
leçons retenues. Félicitations, Djiré. Moi, en fait, en ce qui me concerne, je dis, à part l'article 188 qui dédouane nos autorités d'aujourd'hui, et avoir la même mise sur les élections présidentielles à venir, quelle est la valeur ajoutée à ces élections référendaires? Je veux bien m'y inscrire dans votre logique, mais je voudrais savoir la valeur ajoutée, c'est quoi? Après ces élections référendaires, est-ce qu'il y aura la sécurité au Mali? Après ces élections référendaires, est-ce que les prix des denrées alimentaires vont baisser? Après ces élections référendaires, est-ce que le Malien va plus considérer l'électricité comme un luxe? Moi, je voudrais bien comprendre, parce que je m'intéresse au problème du Malien lambda que je suis, et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ces élections référendaires, au regard de la situation sécuritaire dégradante qui s'est nettement aggravée sur le terrain aujourd'hui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ces élections vont nous apporter. Merci, mais ils ont eu plus de temps de parole que nous. Direz déjà, vous avez 20 secondes. Non, moi je vais dire seulement, j'invite les Maliens à sortir de cet acharnement l'un à l'autre, de se donner les mains. D'accord. Et j'invite Madame le maire, parce que je trouve que elle dit qu'elle est maire, même si elle est repêchée. Une maire, c'est une autorité en République du Mali. Au moins j'ai été élue, ce qui n'est pas le cas dans cette transition. Une maire est une autorité en République du Mali. Si on regarde l'habillement de cette dame et dire qu'elle représente le peuple malien, la mère, je dis... Non, attends, j'arrive, s'il vous plaît. Donc moi, je dis qu'on doit refléter, s'il vous plaît, le respect de notre tradition. Ça aussi, c'est contenu dans nos ambitions d'amener les légitimités. Donc les légitimités qui doivent incarner, ça doit incarner au moins le respect dans un débat politique. J'invite les Maliens à s'approprier, à vulgariser, pour qu'à partir du 2, on puisse aller déjà dans nos campagnes. Je vous remercie. Le bazar n'est pas une tenue traditionnelle. Moi, je m'intéresse à mon peuple, d'essayer de comprendre ce projet, de ne pas écouter les vendeurs d'illusions, de ne pas écouter les manipulateurs, mais de se faire leur propre idée de ce projet. Je fais confiance à la maturité de mon peuple pour pouvoir analyser ce document. C'est pourquoi je n'anticipe pas sur la campagne. Je fais confiance à la maturité de nos autorités politiques pour comprendre que toute critique n'est pas animosité et qu'ils voient les insuffisances dont on parle, qu'ils essayent de les corriger pour une élection référendaire apaisée. Quel que soit le résultat en tant que politique, je l'accepterai bien évidemment si les conditions sont réunies et que ça soit bien fait. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les Maliens et que Dieu nous inspire davantage au respect mutuel entre nous. Je vous remercie. Docteur, le dernier mot vous revient. Oui, dernier mot. Vraiment, c'est pour remercier les camarades ici sur ce plateau et m'excuser bien entendu s'il y a eu un désagrément ou une violence à travers les mots sur ce plateau. Que je sois excusé bien entendu à travers ces mots que bien entendu je viens de prononcer tout à l'heure. Par ailleurs, madame, peut-être que le problème est mal posé, mais on aura l'occasion de se parler après peut-être. Moi, je sais que vous êtes une valeur sûre de la République et je suis sûr que si on se met ensemble, on peut se convaincre. La haine ne construit pas un pays, la haine déconstruit au contraire. Donc, entre jeunes, je pense que nous sommes la pierre angulaire de cette République aujourd'hui. Il y va de soi qu'on se comprenne et qu'on sorte de tout ça. Moi, je l'admets, je ne suis pas élu, je suis nommé au CNT. Pour ma part, je suis prêt même aujourd'hui à céder ma place à d'autres jeunes qui, pour moi, sont beaucoup plus talentueux et beaucoup plus valeureux. Mais mon objectif personnel, c'est de défendre mes convictions et c'est de défendre quelque chose à laquelle j'y crois fermement. Et je crois en cette transition et je crois en la vertu de la cause de cette transition. Et pour rien au monde, je ne vais laisser quand même des gens désinformer notre peuple pour des intérêts politiques. Je prie le bon Dieu qu'il nous assiste, qu'il préserve notre peuple et que Dieu fasse que nous qui venons bien entendu de donner nos avis sur ce projet de loi, que nos avis puissent converger et se retrouver pour le bonheur et le salut du peuple malien. Je vous remercie. C'est sur cette prière formulée par Dr Albert Maïga, coiffé avec un chapeau nigérien, que nous allons mettre un terme à ces débats aussi passionnants
qui réussit un pic personnel. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos invités étaient Mme Kadija Fofana, présidente du mouvement Ante Andawala, docteur Anta, c'est moi là, n'est-ce pas, Docteur Mohamed Kassoum Djiré, président des Sentinelles du Mali, Amidou Doumia, secrétaire politique au niveau du parti LMA, et docteur Amadou Albert Maïga, membre du CNT. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons tout de suite faire une pause amicale photo. Hein? Au revoir.